Messieurs et dames, bonsoir. Bienvenue dans Congo Yabiso, émission du peuple par les peuples et pour les peuples. Votre émission. Alors, nous allons parler dialogue sur notre plateau. Il y a plusieurs années passées, le Congo a été partagé comme une simple carte sur la table des Occidentaux. Aujourd'hui, il est au cœur des enjeux mondiaux pour tout ce qu'il regorge comme minerai. Alors, une question se pose. Les Congolais doivent-ils nécessairement dialoguer avec les puissances ou les signataires du Berlin? Ces mêmes puissances qui ont eu à sceller notre sort, ces mêmes puissances qui ont eu à décider du sort de la République démocratique du Congo sans notre accord. Il y a plus d'un siècle passé, nous allons en parler sur ces plateaux avec mon invité, M. Claude Lumba. Claude, bonsoir Mouanamboka. Bonsoir Nico Guillaume. Très heureux de vous revoir sur ces plateaux. Oui, le plaisir est partagé. Je vous vois, vous êtes souriant et tout va bien. Oui, c'est parce que vous avez dit que vous avez adopté la terminologie populaire qui dit qu'on a partagé le Congo à Berlin. Ok. Ça, ce n'est pas vrai. Avant Berlin, le Congo n'existait pas. Le Congo a commencé à exister à partir de Berlin. Fabriqué. Oui. Donc, avant Berlin, il y avait le Royaume Congo, l'Empire Luba, Lunda et tout ça. Mais le Congo, sous sa forme actuelle, c'est une création de Berlin. Donc, on n'est pas allé à Berlin pour départager le Congo. On est allé à Berlin pour unir le Congo. Donc, les gens qui disent qu'on est allé à Berlin, on a partagé d'autres royaumes. Vous retrouvez par exemple le royaume du Mali, il partit ici et il partit là, ça. Mais le Congo actuel, dans la configuration actuelle, n'avait pas existé avant Berlin. Donc dire qu'on est allé là-bas, ça c'est ce que le monde, le commun des mortels dit. Mais ce n'est pas la vérité. Je crois que nous allons nous apaisantir sur ça. Vous aurez le temps pour en parler. Alors rapidement, j'aimerais savoir, Claude Lumba, vous avez toujours l'habitude de vouloir m'interpeller pour vous appeler Claude Rombo Lumba Soko. C'est comme ça que mes parents m'ont nommé. Très bien. J'aimerais savoir. Très bien. Alors, que représentait réellement la conférence de Berlin de 1884 à 1885 pour les Congolais et pour le Congo? Bon, c'est comme j'ai commencé à dire tout à l'heure, les Congolais ne peuvent pas dire que le Congo, dans sa forme actuelle, a existé avant Berlin. C'est justement là l'essence de l'émission d'aujourd'hui, parce que nous allons parler des relations entre le Congo et les 14 sénateurs de Berlin. Mais avant Berlin, le Congo, dans sa configuration actuelle, n'existait pas. On a commencé avec l'Association internationale pour l'Afrique, l'Association internationale pour le Congo, et puis l'État indépendant du Congo. Donc l'État indépendant du Congo est né à Berlin. Avant Berlin, cet État n'existait pas. C'est ça, j'ai dit, c'est ça la réalité particulière de notre pays par rapport aux autres. Chez les autres, c'est un empire ou un royaume, on a érigé ça en État. Mais chez nous, on a pris plusieurs royaumes, on a fusionné ces royaumes-là. Et quand vous lisez, par exemple, les discours du président Kasavubu en temps de 60, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'aujourd'hui que nous accédons à notre indépendance, l'état de l'érection de la nation congolaise est inachevé. Donc la priorité des dirigeants qui vont prendre le Congo en charge demain sera d'ériger une nation à partir de ces royaumes épars qu'on a fusionnés à Berlin. Donc il faut qu'on prenne conscience de ça. Lorsqu'on intègre ces évidences-là, on a une autre approche du pays qui est de prendre ce que les gens disent. On est allé dépiécer l'Afrique, oui, mais pas le Congo. Donc il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. S'il faut aller dans cette logique-là, pourquoi est-ce que les Congolais n'ont pas été consultés lors de cette conférence alors que ça scellait leur destin? Non, on ne peut pas dire que le Congo... En fait, là aussi, lorsqu'on dit ça, on dit
on dit, on élude d'autres vérités. Les Africains disent qu'on a partagé l'Afrique sans nous. Ok. Mais, par exemple, pour le cas précis du Congo, pour créer l'Association internationale du Congo, le roi de Belge a présenté les traités qu'il a signés avec certains dirigeants locaux. Ils allaient dans les villages, ils trouvent un chef, ils leur donnent des selles. Ici, il y a des documents pour que c'était sur des documents de partenariat. Donc, il a fait des cessions de terres. Donc, il avait déjà fait des contrats comme ça avec... Stanley, les Livingstone, tous les gens qui sont venus ici, ils ont signé des traités avec les chefs locaux. Ce sont ces traités-là qu'il est allé faire valoir devant les autres pour dire que non, moi j'ai des propriétés terriennes quelque part, propriétés foncières. Donc, l'État, l'Association internationale du Congo est née sur base des documents qu'eux ont présentés comme étant des documents signés avec les chefs locaux. Donc, on ne peut pas. Donc, le Congo, moi, je pense que si nous voulons être fidèles avec la réalité historique de notre pays, si les autres pays africains, on l'a dépiécé là-bas, mais il y a eu, c'est comme ce qu'on dit aujourd'hui, les dirigeants locaux de l'époque n'avaient pas étudié. Lorsqu'un blanc vient avec les tissus, avec du sel, et comme tout. Donc ici, les documents disent non, les documents ici, c'est pour que nous soyons des amis ou des partenaires. Alors qu'en réalité, les documents disent qu'il a cédé les terres. Donc à Berlin, on est allé officialiser les cessions des terres faites entre les explorateurs et les chefs locaux en faveur de celui qui avait envoyé les explorateurs, donc Léopold II. Donc nous devons cesser de dire qu'on est allé dépiécer le Congo là-bas à Berlin sans nous. Non, sans nous qui sommes vivants aujourd'hui. Mais nos chefs de l'époque, ils ont signé des traités avec les Blancs. Et ces traités-là, c'est ce qui a permis d'aller dans l'Association internationale du Congo, l'État indépendant du Congo à partir à la clôture. Donc, c'est l'acte de Berlin qui a consacré l'existence de l'État indépendant du Congo. Peut-on dire aujourd'hui que les 14 signataires portent une responsabilité historique dans la situation actuelle de la République démocratique du Congo? Non, c'est comme j'ai dit que le Congo, dans sa configuration actuelle, n'a pas existé avant Berlin. Donc, le Congo dont nous parlons aujourd'hui, c'est le Congo qui a été créé par ces gens. Bon, maintenant, aujourd'hui, il y a des thèses qui divergent. Il y a par exemple la question essentielle, qui est la question du professeur Banza Marale, qui dit, les Congos sont-ils seuls propriétaires du Congo? Alors que quand maintenant on aborde pour lui, nous devons intégrer dans nos analyses, dans notre façon de gérer le Congo, la réalité qui veut que le pays dont nous parlons aujourd'hui a été créé par certaines personnes. Et ces personnes-là ne fût-ce qu'en termes de reconnaissance. Nous devons de reconnaissance à ces gens. Tu es là, quelqu'un t'achète une parcelle, tu deviens propriétaire. Mais est-ce que tu oublies celui qui t'a acheté la parcelle? C'est ça c'est l'approche du professeur Banza. Bon, que vous partagez personnellement? Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, parce qu'il faut être réaliste. Parce que le professeur Banza dit, à force de nier cette évidence, ces gens-là maintenant qui sont frustrés, c'est eux qui fabriquent les rébellions. C'est eux qui fabriquent les rébellions. Vous avez vu le secrétaire général adjoint français qui est arrivé ici, la Croix. Qu'est-ce qu'il dit? Nous devons faire un dialogue interne. Il nous a rejoint dans ce que nous avons dit ici. Dialogue interne, mais dialogue aussi avec les voisins. Mais il ne dit pas qu'il dialogue avec les 14, mais lui là, il est représentant des 14. Donc, lorsque vous avez vu par exemple Sarkozy venir ici dire non, le Congo ne doit pas être égoïste, le Congo doit partager avec les voisins. En fait, partager avec les voisins veut dire donner au Rwanda. Et aujourd'hui, par exemple, tous les minéraux qu'on achetait, Laurence Kanyuka, il avait un siège à Paris. À partir de là, c'est lui qui commercialisait les minéraux qu'on exploitait dans l'Est du Congo. Donc, les signataires travaillent avec les voisins, avec des groupes de rébellion pour récupérer les droits que les dirigeants congolais ne leur ont pas reconnus. Illégalement. Bon, ça dépend de quel côté on se trouve. Lui, il dit, c'est nous qui avons créé, c'est moi qui lui ai acheté cette parcelle-là. Très bien. Et il y a un manguier là-dedans, moi je vais cueillir des mangues, lui il dit non, c'est sa parcelle. Bon, maintenant, moi qui ai acheté, je ne peux même pas prendre une mangue. Quand je prends une mangue, on dit illégalement. C'est quoi? Ça, c'est la thèse du professeur Banza. Mais cette thèse-là,
a été contredite par d'autres personnes. Si on évolue, on peut voir, il y a ce qu'on appelait les souverainistes. Les souverainistes, vous avez vu, par exemple, tous les discours de Lambert Mende, qui était le lumbiste, c'est un discours de la souveraineté totale du Congo. Mais cette souveraineté totale du Congo ne prend pas en compte cette donne-là de la création, parce que les souverainistes se basent sur la Charte des Nations Unies. Dit que les États sont égaux. C'est-à-dire, officiellement, selon les souverainistes, l'acte de la création des Nations Unies a effacé les conséquences de Berlin. Donc le Congo était devenu un indépendant, capable de gérer ses problèmes seul. Et donc maintenant, il y a le conflit des textes qui est né. Or, la Charte des Nations Unies étant dans la hiérarchie des normes, c'est un document plus supérieur à l'acte de Berlin. Donc l'acte de Berlin tombe normalement. Bon. Et ils disent, nous avons ça, ils ont aussi la charte de l'acte de l'Union africaine qui confirme la souveraineté des États. Très bien. Maintenant, donc vous avez les professeurs Banza qui pensent qu'il il ne faut pas ignorer les 14. Vous avez le groupe des souverainistes, et dans le groupe des souverainistes, on met Lumumba là-dedans, on met Mouzé là-dedans, et ils disent que non, le Congo est souverain, il n'y a rien à faire, il faut qu'on nous laisse notre liberté. Mais il y a un autre, selon certains, un expert, il y a le groupe qu'on appelle le groupe des pragmatiques, les pragmatiques qui pensent que nous sommes souverains, mais nous ne devons pas oublier que ces gens-là existent. Donc jouer comme une sorte d'équilibre. Je vais savoir, pourquoi est-il nécessaire aujourd'hui que nous puissions réouvrir les dialogues avec les 14 signataires de Berlin? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que ces gens, ils ont des revendications qui ne sont pas rencontrées par les souverainistes. Au Congo, ils pensent que nous, on est souverains, on n'a rien à devoir à ces gens, et ils pensent que, comme vous ignorez, nous allons nous servir par personne interposée. Tantôt, ils entrent par ici. Aujourd'hui, par exemple, les dangers. Brazzaville constitue un danger pour le Congo, dans la sécurité du Congo depuis longtemps. Mais Brazzaville, c'est une colonie française. Donc la France a toujours manipulé le Congo-Brazzaville pour revendiquer ses droits sur la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, quand vous allez de manière stratégique, vous retrouvez la France aussi derrière le Rwanda. La France derrière le Rwanda, c'est la France qui favorise l'acquisition des terres par les Rwandais au Congo-Brazzaville. Parce que l'ami de mon ami est un ami. Si la France est l'ami de Congo-Brazzaville et que la France est aussi l'ami du Rwanda, donc les deux, c'est comme ça que vous allez voir que rapidement, il y a eu Rwandais qui a installé ses pénates à Brazzaville, il a commencé à survoler l'espace congolais. Donc, ces gens, ils font ces efforts. C'est comme aujourd'hui, vous voyez les comportements des Kenyans. Les Kenyans, ce sont des anciennes colonies anglaises. Et aussi, ils revendiquent à leur manière. La Grande-Bretagne est signataire de l'accord de l'acte de Berlin. Donc, ce qui fait que ceux qui sont derrière les Kenya et les autres pays anglo-saxons comme la Tanzanie et les autres, sont des anglo-saxons qui, eux aussi, ne se trouvent pas, ils utilisent l'argent pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc, moi, je pense que on ne perd rien à ce qu'on se retrouve pour que nous puissions échanger chacun avec ses arguments. Les souverains sont des arguments, des actes de la Charte des Nations Unies et de l'acte de création de l'Union africaine, et ils ont l'acte de Berlin. On peut en discuter et trouver une façon de faire que de dire on ne se parle pas, et puis les problèmes continuent. Les Français qui est arrivé là, qu'est-ce qu'ils disent? Les Français disent vous devez parler entre vous, mais aussi vous devez parler avec les voisins. Alors que quand ils nous amènent à parler avec les voisins, en réalité, ils nous amènent à parler avec eux de manière indirecte. En quelque sorte. Oui. Donc, moi, je crois qu'on a tout intérêt. Je ne sais, moi, on ne peut avoir peur de dialoguer avec les voisins que quand on n'a pas d'arguments. Mais les souverains sont des arguments juridiques de taille. L'acte de la Charte des Nations Unies, c'est un document juridique de taille. L'acte de création de l'Union africaine, c'est des actes juridiques. Mais ils vont dire, par exemple, comme je vous ai dit au départ, que le Congo n'a pas été dépiécé à Berlin.
Le Congo a été créé à Berlin. Parce que quand ils allaient, le Congo n'existait pas. Il existait la Société internationale pour l'Afrique, qu'on a transformé la Société internationale pour le Congo, et puis après l'acte de Berlin, est né maintenant l'État indépendant du Congo, qui est l'ancêtre de ce que nous appelons pour le monde du Congo. Donc, moi, je ne crois que nous perdons à ne pas reconnaître notre histoire. Notre histoire, elle est celle-là. Et donc, nous devons nous assumer. Si nous croyons que nous sommes forts en argumentaire, mettons-nous en face des gens, disons-leur la vérité. Ça pourrait nécessairement être bénéfique pour nous et pour la nation. Quel rôle jouent encore ces États-là dans la vie politique congolaise? Dans l'expert dont j'ai parlé, avec qui j'ai discuté, il place le président de la République actuelle dans la troisième catégorie, qu'il appelle les pragmatiques. Oui, les pragmatiques. Il plaçait même le maréchal Mobutu dans cette catégorie de pragmatiques, des gens qui savaient que nous existons, mais nous devons exister avec les autres. C'est quand le maréchal a voulu se retirer que le malheur lui est arrivé. On a utilisé les voisins pour le défaire. Mais quand il était bien avec eux, il n'avait pas de problème. Donc il faut vivre avec les autres. Non, bon, tu m'as posé la question aujourd'hui. Ce que j'ai dit aujourd'hui, Félix Tshisekedi semble, selon l'expert avec qui j'ai parlé, semble être de la catégorie des pragmatiques. Okay. Parce que quand vous rentrez dans l'acte de Berlin, parmi les premiers États qui ont reconnu l'État indépendant du Congo, il y a les États-Unis. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi pense qu'on n'a pas intérêt à ignorer ces gens. J'ai trop souffert avec mon pays. Je signe maintenant un deal stratégique avec les États-Unis. Et quand on voit l'affaire, on se dit, ben, on a tout intérêt. Il y a 500 milliards sur la table. Il y a Eric Prince avec le Blackwater qui viennent pour la sécurité. Les avantages que les Congolais tirent de ces deals-là, moi, je crois que c'est important. C'est important. Donc, vous pensez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est pragmatique? Il est pragmatique parce que, en dehors du deal américain, qu'est-ce que nous gagnons de nos minéraux de l'Est? C'est plutôt le Rwanda qui vendait, qui s'enrichissait, et on a même commencé à dire que le Rwanda, c'est le Singapour d'Afrique. Oui, c'est ça que dit le président. Le Rwanda, aujourd'hui, comme vous voyez comment la construction, les immeubles, les relations, les grands marchés, c'est comme Singapour. Mais avec les minerais volés. On nous vole, nous on ne gagne rien. Mais quelqu'un vous dit, venez avec moi, moi je vais partager, moi je vais prendre ma part, vous aussi vous aurez la grosse part. Les emplois qui seront créés dans le cadre de ces 500 milliards que les Américains mènent. On va amener les travailleurs des États-Unis pour venir faire le plein. Ce sera 80-60% des Congolais. Je crois que c'est tout à notre honneur. Au lieu de tout perdre, si nous pouvons gagner même 60%, je crois que nous avons gagné. Donc cette approche du chef de l'État actuel qui pense que pour éteindre les feux, allons avec certains sénateurs, les plus gros des sénateurs de Berlin, parce qu'on dit même qu'il y a une banque américaine qui aurait financé tout ce qui s'est passé ici comme exploration. Alors, comment dialoguer avec tous ces pays-là sans pour autant compromettre comme ça la souveraineté du Congo? Bon, le problème là de la souveraineté du Congo, je crois que c'est comme ça que j'ai dit l'autre fois, je dis toujours avec mon frère Frédéric Moulumba et le professeur Emmanuel Malou, Kabongo Malou, c'est vouloir protéger le Congo dans ses frontières actuelles est une chose, mais pour combien de temps? Parce que ceux de qui nous avons hérité ce pays, disaient que quand vous allez accéder à l'indépendance, allez dans les États-Unis d'Afrique, allez dans les mouvements panafricanistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour eux, maintenir les frontières actuelles, c'est pérenniser la logique de Berlin. Oh, nous n'avons pas intérêt, parce que Berlin, comme tu dis, Berlin a été fait sans nous. Des gens qui parlent, qui traitent vos problèmes sans vous, et vous héritez de ça, maintenant vous vous accrochez à ça. C'est une contradiction. Non, vous dites qu'on a fait ça sans nous. Maintenant, vous dites ce qu'ils ont fait là, ça devient notre. Nous voulons rester là. Ce qui serait intéressant, c'est rejoindre la philosophie des pères de l'indépendance, penser que Berlin était un accident de l'histoire et éliminer les frontières de Berlin. Donc, si nous voulons que le Congo demeure, ça soit comme j'ai dit, ce qu'on a montré France Fanon, le Congo est africain. Même la chanson là de notre générique.
Taboulé, il dit Congo et Africa. Donc, il définit le Congo comme une partie intégrante de l'Afrique. Mais si nous voulons retirer le Congo comme étant une entité à part et garder ça longtemps, ça ne marchera pas. Donc, moi, je pense que nous devons réfléchir en termes de dire allons vers les États-Unis d'Afrique. Et comme j'ai dit l'autre fois ici, à Arusha déjà, les gens de l'EAC commencent à penser aux États-Unis d'Afrique de l'Est. Très bien. Mais nous, ici au niveau en Afrique centrale, on ne parle pas. Nous, comment nous allons faire lorsque les gens veulent qu'on aille dans les grands, comment nous allons faire pour rester seulement le Congo dans nos frontières d'aujourd'hui? Ce sera difficile. Très bien. La dynamique ne nous amène pas. Alors, nous avons abordé l'histoire, les dialogues de la République démocratique du Congo avec les 14 signataires. C'est là où nous nous sommes basés aujourd'hui. Dialogue, est-ce nécessaire? Nous en parlons sur ces plateaux. Alors, nous allons comme ça évoquer les dialogues, sur les plans économiques. Alors, j'aimerais savoir, Claude Lumba, les richesses du Congo sont-elles encore contrôlées par les anciennes puissances signataires? Évidemment, parce qu'on a démontré que tout ce que... Il y a d'abord, prenons l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières stratégiques. Le Rwanda n'a pas ces matières, c'est minéraux stratégiques. C'est les minéraux. Et ils savent qu'on prend ça au Congo. Mais comme le Congo ne veut pas parler avec nous. On prend par force. On prend par le Rwanda. Nous, je ne sais pas qu'est-ce que nous gagnons à maintenir quelque chose. Nous sommes les plus grands perdants. Mais la troisième catégorie où on classe le président Félix Tshisekedi, qui est un diplomate, moi je dis toujours que nous avons eu plusieurs présidents. Chaque président a son approche. Nous avons eu des présidents militaires comme Mobutu, nous avons eu des présidents militaires comme Joseph Kabila. Pour eux, quand un problème se pose, il faut penser à la solution militaire. Mais Félix Antoine Tshisekedi, c'est un diplomate. Je dis toujours aux gens, pour ceux qui veulent le mieux le connaître, son père l'a nommé secrétaire national du pays chargé des relations extérieures. C'est-à-dire, l'homme là a fonctionné comme un diplomate de l'UDPS. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, devant les faits qu'il a trouvés, il a choisi la voie diplomatique. Les gens ont dit ici, il fait 4000 voyages sans résultat. Mais les 4000 voyages aujourd'hui, il y a un résultat. Donc, il n'est pas que dialoguer. Non, mais c'est ça les diplomates, non? Les diplomates ne vont pas à guerre. Les diplomates utilisent les contacts, les échanges pour retrouver des solutions aux problèmes. Mais apparemment, aujourd'hui, contrairement à l'ancien temps où, quand ils ont commencé avec l'AFDEL, ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa très vite. Les SCD étaient presque arrivés avec les MRC et tout ça. Mais lui, avec sa diplomatie, comme j'ai vu une pancarte dire, avec un stylo, il a pu mettre fin au crépitement de balles. Moi, je me dis, si ça peut nous aider à être tranquilles. Parce que vous voyez ce qui se passe. Nous, on est d'une certaine génération. Les bandalouma que vous voyez là, les lemba, c'est des maisons qu'on construisait. Un jeune qui termine les études, il commence à travailler, on lui donne une maison. Il y avait ce qu'on appelait le fonds d'avance. Donc, il y a une société qui construisait. Quand tu commences à travailler, on te donne une maison et puis on te commence à retrancher petit à petit. Ce n'est pas des maisons. Vous voyez le caractère uniforme de ces maisons-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi aussi j'ai des enfants. Mais ils vont avoir une parcelle quand? Là, c'est une question difficile à répondre. C'est une question difficile. Très difficile. Là où il se trouve la LENI aujourd'hui, c'était aussi quelque chose qui était chargé de l'immobilier. C'est-à-dire construire des maisons sociales. Quand quelqu'un termine, il commence à travailler, on dit bon, on te donne ça, et puis on commence à retrancher petit à petit. Ils sont devenus, tout ce que vous voyez à Bandaloum, voilà, et à Lemba, c'est des gens qui ont eu ces maisons-là de cette manière-là. Donc si aujourd'hui, nous avons une politique immobilière sur les investissements, il y a un problème de logement au pays. Si on peut construire des logements sociaux comme on fait en Angola et on donne aux gens, je crois que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nos enfants, c'est comme ça que les gens qui sont malsains, on dit qu'ils va parler jusqu'à 50 ans. Mais aujourd'hui, cette politique-là de donner aux gens des terrains à 1000, 1500, 2000, 2500, vous n'êtes pas d'accord avec? C'est même une solution. C'est une solution. J'ai vu, il y a une banque de l'habitat qui négocie avec les fonctionnaires. On dit Mobanga faut le rater. C'est-à-dire il y a des gens qui ont travaillé, qui vont à la retraite, il est toujours locataire. Mais eux, ils disent, avec $2500, on te donne un terrain,
Et si tu ajoutes 1500, on te fait une petite mise en valeur à 4000 et puis on te retranche petit à petit. Donc ça permet aux gens, ça s'était arrêté, il n'y avait plus d'investissement dans le logement. Aujourd'hui, il y a des choses. Il y a ceux qui là, les types là, comment c'est pas Mukanga, par exemple. Ils donnent, non, c'est pas mal. Si ils ont eu les terres officiellement par l'État, ils ont tous les titres et ils font maintenant les morcellements, ils donnent, c'est une bonne chose. Parce que quand tu vois, comment on dit que dans l'occupation de la ville de Kinshasa, 70% des Kinois vivent dans 30% de l'espace de la ville. C'est un grand problème. Maintenant, les 70% qui sont dans les Maluku, il n'y a pas de gens là-bas. Au lieu de rester là comme dans la commune de Kinshasa, où vous êtes dans une maison d'une parcelle de 10 mètres, il y a 10 maisons de locataires avec une seule douche. Mieux vaut aller là-bas. Moi, je crois que c'est une politique qui désengorge les centres-villes et ça permet aux gens de vivre quand même comme des humains parce que quand il pleut dans certaines communes, il ne faut pas aller. Donc, le dialogue va nous permettre comme ça d'obtenir des contrats plus équitables et plus transparents. C'est notre problème parce qu'il faut aussi reconnaître une chose que ce sont nos gens. Ce sont nos gens. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le secteur minier. Je suis allé une fois avec mon ami Karla Timakinda à Lubumbashi. On a trouvé chez un opérateur minier des anciens ministres des Mines qui travaillent chez lui. Les ministres des Mines, quand ils étaient ministres des Mines, ils ont négocié le contrat avec cet opérateur minier-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé pour que les choses se passent en faveur de cet opérateur. Mais alors qu'ils parlaient comme l'État. Mais lorsqu'ils quittent le ministère des Mines, j'ai trouvé deux ministres des Mines qui travaillent chez un opérateur minier au Katanga. Et ces gens-là, ça veut dire que lorsqu'ils étaient en train de négocier comme État, ils faisaient la part belle à l'opérateur pour qu'ils puissent retrouver leur contrat. Donc il y a cette compromission qui fait que c'est lui qui va traiter pour le pays. Il met quelque chose à côté pour lui-même. Mais si nous négocions bien dans les règles du jeu, c'est pas comme vous avez vu ce qu'on a fait, Linguet a fait sur le contrat chinois. On avait dit que c'est le contrat du siècle, mais quand on est allé en profondeur de ça, on a trouvé que c'était un contrat déséquilibré. Donc, si nous pouvons traiter bien, si nous pouvons gérer le contrat bien, comme maintenant l'acteur ministre Watoum venait de remettre 7 comment on appelle carré minier, titre de recherche aux gens de Cobalt qui font qui vont exploiter les lithium, les Américains et Olomami. Si maintenant nous traitons ça bien, sans aller dans les contrats léonais, les dividendes seront là parce que on disait que dans les Katanga, il y a le Lola et le Haut-Katanga qui sont des provinces riches. Maintenant, avec Cobalt, donc avec Bill Gates et l'autre, nous allons voir le développement du Tanganyika et le Olomami. Mais à condition qu'on négocie bien, parce que si on négocie mal, les gens vont se mettre l'argent dans les poches et l'État ne se retrouvera pas. Ça, ce ne sera pas du fait de la faute des étrangers, mais la faute de ceux qui négocient pour le compte de l'État. Avec tout ce qui s'est passé avec les signataires, les 14 signataires de Berlin, peut-on espérer des réparations ou compensations économiques de la part de ces pays, même avec nos voisins? Non, moi je ne pense pas. Quand nous avions mené cette démarche-là, je regrette quand même qu'il y a eu, même l'affaire là des pactes sociaux des prêtres, moi je crois qu'il y a eu quelque part un problème. On ne peut pas parler de pacte, on devait parler d'un dialogue qui va aboutir sur un pacte. Mais ils disent pacte. Non, le pacte, c'est le fruit d'une négociation. Nous, on avait parlé d'un dialogue sociologique. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, moi j'ai dit, c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Si nous ne traitons pas nos problèmes nous-mêmes, je crois que nous aurons été à la base de la débâcle de notre pays. Alors, dans un monde en pleine transition énergétique, j'aimerais savoir pourquoi le Congo doit-il repositionner ses relations avec ses puissances? Ce que je voulais dire, c'est dans les 14, il y a des pays qui n'ont pas eu de colonie en Afrique, dont la Russie, par exemple. La Russie n'a pas eu de colonie. Ils n'étaient pas intéressés? En tout cas, Poutine s'en vante jusqu'aujourd'hui. Il dit, si vous êtes riche, c'est parce que vous êtes allé voler les histoires des Africains. Moi, je n'ai pas fait. Donc, parmi les 14, nous avons quelqu'un qui est neutre.
qui n'a pas des intérêts en Afrique. C'est comme ça qu'il a aidé les gens de l'AS. Aujourd'hui, ils ont une armée très forte, ils ont beaucoup de choses. Mais nous pouvons utiliser parmi les 14 la Russie pour dire, bon, mettez-nous ensemble avec les autres pour que nous puissions négocier. La Russie est là. Donc moi, je me dis, n'ayons pas peur d'assumer notre passé. Très bien. Nous avons un passé qui est différent des autres pays. Et arrêtons de dire qu'on est allé à Berlin pour dépiécer le Congo. Alors, rapidement, parce que nous allons vers la fin, les dialogues avec les signataires peut-il aider à sécuriser et à protéger les ressources congolaises? Les Blackwater, d'Eric Prince, c'est sécurisé. Très bien. Donc le président Félix Tshisekedi étant du groupe de pragmatiques, parce que nous pouvons aller vers ces gens en négociant bien, ils peuvent nous sécuriser, parce que pour nous sécuriser, parce que les voisins sont plus forts que nous. Très bien. Du fait que derrière eux, il y a des puissances comme la France, comme la Pologne, les armes qu'on donne à la Pologne pour aller remettre en Ukraine, on retrouve ça à l'est du Congo. Alors quand vous avez des gens comme ça, si vous n'avez pas un allié fort, vous faites quoi? Comme ça, j'ai dit, moi je vais vers les signataires, l'un des 14 signataires qui était le premier d'ailleurs à reconnaître l'État indépendant du Congo, qui sont les États-Unis. Et nous sommes en train, nous pensons que si le deal est bien négocié, si les gens de la commission de 22 que le président a mis en place pour traiter les deals américains, si ces gens-là sont vraiment des patriotes, nous allons voir les dividendes. Sinon, après 20 ans, on va leur dire ce qu'on a dit des contrats chinois. Ils sont allés négocier pour leur propre poche et on sera encore obligé de négocier ça. Alors, comment passer du statut d'exploité au statut d'un partenaire? C'est question de négocier parce que nous avons les instruments internationaux, comme j'ai dit, la Charte des Nations Unies, qui dit que le Congo est un État souverain. Donc c'est le Congo qui négocie. Le Congo négocie, mais ceux qui vont négocient mal. Les contrats chinois, j'ai mis sur la table, non? Les contrats chinois montrent que ce n'est pas le problème des Chinois. C'est le problème des Congolais qui étaient dans ce qu'on a appelé le comité de suivi des investissements chinois, qui se sont mis l'argent de l'époque. C'est comme ça que quand on a commencé à revisiter les contrats chinois, beaucoup ont fui. Je me souviens même que le numéro 1 de cette structure-là, qui était sénateur à l'époque, s'est retrouvé à l'extérieur du pays. Pour ne pas qu'on fasse mettre la main sur lui, et on fasse. Mais on a fait tout ça, on a trouvé, mais apparemment, on a renégocié les contrats chinois, mais on n'a pas puni les gens qui étaient à la base du caractère léonien de ces contrats-là. Que gagneraient concrètement les Congolais après cet dialogue? Bon, tu sais, Guillaume, moi j'ai l'avantage d'avoir vécu la période après l'indépendance. Hein. Okay. Mes premières années aux études, nous on ne payait pas les cahiers, on ne payait pas les livres. C'était gratuit. On les trouvait à l'école, oui. Non, les plumes, là, les potes, quand vous avez dans vos bancs, vous avez un trou devant là sur le banc, non? Mais le trou, c'est là, on mettait de l'encre. L'encre là, c'est pas les parents qui achetaient. Donc on a trouvé certaines choses qui étaient les reliques de la période coloniale. On s'est dit que c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu es pauvre, l'enfant ne peut pas étudier. Aujourd'hui, d'ailleurs, les écoles obligent les parents à acheter les fournitures scolaires dans des écoles. Gymnastique. Tu vois, donc, alors, et puis c'est trop cher. Ça a été gratuit. Mais aujourd'hui, si nous traitons bien les choses, nous sommes les pays sous-peuplés, non? Avec 200 millions d'habitants, si on vous donne 5 milliards d'investissements, si vous traitez bien les choses. Mais moi, j'ai étudié à l'Institut de Mumba ici, j'ai fait mon cycle d'orientation jusqu'aux humanités littéraires, j'ai fait à l'Institut de Mumba. Mais dans cet institut-là, nous avions 80% de professeurs étrangers, que le Congo payait très bien. Quand vous allez chez Maman Olangi, à la clôture de l'Institut de Mumba, il y a 2 maisons là. Les maisons là étaient habitées par des étrangers. M. Guy Follet, Togolais, était là, ils nous donnaient cours. Les Français, les Égyptiens. Nous étions capables de payer ces gens-là pour donner une bonne éducation à nos enfants. Mais après, aujourd'hui, on n'a plus fait. Donc, si nous avons les moyens de mettre ces choses-là pour faire que l'éducation rentre dans ce que c'était avant, moi, je crois que c'est tout à notre faveur. Mais là, on est dans les débats. Là. Claude Rombo Lumba, quels seraient les risques si le dialogue n'est pas engagé? Rapidement. Le dialogue, moi j'ai... D'abord, le dialogue à l'interne. Moi, je suis contre ceux qui disent que nous devons faire un dialogue de politique. Moi, je pense que le dialogue sociologique, le dialogue entre communautés, parce qu'aujourd'hui, il y a tout le monde, on ne parle que les Banyamulenge ont dit. Les Banyamulenge ont dit, mais les Banyamulenge, ils sont plus des cadres dans l'armée que les Bantous.
Donc, s'il y a des négociations à faire aujourd'hui, nous avons à avoir un dialogue sociologique, pas un dialogue politique. On a fait le dialogue politique à San City. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Donc, et puis, si les Banyamulenge réclament des terres, quel est cet acteur politique qui a le moyen de dire aujourd'hui, bon, vous, Congo central, moi, je prends le territoire de Séguébanza, je donne ça à Banyamulenge, qui va accepter? Ils n'ont pas ce pouvoir. Et vous voyez ce qui se passe à Ouvira aujourd'hui. L'État nomme un général comme chargé des renseignements à Ouvira. La population refuse. Le type n'a jamais mis ses pieds à Ouvira. Donc la population a commencé à comprendre que si je laisse mon sort entre les mains des dirigeants, ils peuvent toujours me compromettre. Donc ils commencent à se prendre en charge eux-mêmes. Très bien. C'est dangereux. Très bien. Finalement, les dialogues avec les signataires, les 14 signataires de Berlin, justice historique ou stratégie d'avenir? En tout cas... Question Oyo. Oui. Oui, rapidement, on le banni. Historique, c'est historique. C'est-à-dire que nous avons accepté d'assumer notre histoire. Très bien. Pour parler avec les gens qui nous ont permis d'avoir la parcelle dont nous sommes fiers aujourd'hui. Ok. Alors, nous sommes arrivés comme ça à la fin de notre belle émission Congo Yabiso. N'hésitez pas, faites un tour sur YouTube, Congo Yabiso, abonnez-vous, partagez, voilà. Quant à moi, Guillaume Maswangi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.